Et si, chez beaucoup d'adultes TDAH, le vrai problème n'était pas de se concentrer, mais de pouvoir vraiment récupérer? C'est la question que nous allons explorer aujourd'hui. Et elle pourrait changer profondément la façon dont vous comprenez ce trouble. Je suis Joël, de l'Institut Neurosciences. Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre trilogie, où nous avançons avec une conviction. Le cerveau ne peut pas être compris en dehors du corps vivant qui le porte. Avec curiosité et sans réponse toute faite, explorons cela ensemble avec Audrey et Nicolas. Il y a un paradoxe vraiment fascinant qu'on observe de plus en plus aujourd'hui, surtout dans les milieux à haute pression. Ouais, un paradoxe qui touche beaucoup de monde. Voilà. En fait, il y a des personnes qui sont capables de gérer des crises mondiales, de diriger des boîtes d'une complexité folle, et elles produisent des idées brillantes à un rythme effréné toute la journée. La performance semble juste infinie en fait. C'est ça. Mais le truc, c'est qu'à 22 heures, face au défi qui paraît le plus simple de l'existence humaine, c'est-à-dire juste s'endormir, leur biologie s'effondre complètement. Le cerveau refuse tout simplement de s'éteindre. Ouais, c'est fou. Et du coup, notre mission aujourd'hui, dans cette analyse détaillée, c'est d'explorer exactement pourquoi ce phénomène se produit. On va vraiment plonger au cœur des mécanismes de notre système nerveux. Et on a une sacrée pile de documents pour ça. Ah oui, je suis vraiment passionnée par nos sources du jour. On a des notes cliniques de l'Institut Neurosciences qui sont présentées par Ehari Wang et Joël Lemaire. On a aussi des dossiers hyper pointus sur le TDAH adulte. Le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité pour préciser. Exactement. Et on croise ça avec une étude neuroscientifique toute récente, parue en 2026, dans la revue Scientific Report. Et honnêtement, le fil rouge de tous ces textes, il propose une thèse assez radicale. Très radical même. L'idée, c'est que pour tous ceux qui nous écoutent et qui finissent leur semaine chroniquement épuisés, le problème central, c'est pas un déficit d'attention. C'est même pas un excès de stress. Non, c'est une incapacité purement biologique et mécanique à récupérer. C'est quand même un sacré changement de paradigme, non? Ah, totalement. On a super longtemps cru que la fatigue, c'était juste le résultat d'un réservoir d'énergie qui se vidait, quoi. Comme la batterie d'un téléphone. Ouais, voilà, l'image classique. Mais les données cliniques nous montrent aujourd'hui que la clé, c'est pas une meilleure gestion du temps. C'est pas non plus le fait de se forcer à se reposer. C'est vraiment la capacité intime du système nerveux à osciller. Ah, osciller, d'accord. L'être humain, c'est pas une batterie qu'on branche et qu'on débranche. C'est un système dynamique. Il doit pouvoir passer d'un état d'activation extrême à un état de désactivation profonde. Et c'est cette transition, cette oscillation, qui est cassée chez plein de gens aujourd'hui. Et pour bien comprendre ce mécanisme, nos sources utilisent le diagnostic du TDAH chez l'adulte comme une sorte de loupe grossissante. C'est une approche très habile de leur part. Oui, parce que ça permet d'observer cette dysrégulation de façon très très prononcée. D'ailleurs, le premier truc qui saute aux yeux dans ces documents, c'est la remise en question du mot déficit. Ah oui, le fameux déficit d'attention. Voilà. On parle de troubles du déficit de l'attention, mais les observations soulignent que le problème, c'est presque jamais un manque d'énergie en fait. Bien au contraire. C'est ça. Le système de ces adultes est capable d'une activation phénoménale. On lit des trucs sur l'hyper-investissement professionnel, une créativité explosive sous la pression. Ils gèrent les urgences avec une efficacité que la plupart d'entre nous n'atteindront jamais. Et c'est là toute la grande contradiction clinique du TDAH adulte. Ah oui. Oui, parce que leur système nerveux tient bon dans l'urgence. Il est même redoutable quand le niveau de stimulation extérieure est hyper élevé. Mais cette énergie, elle est fondamentalement mal régulée. Elle n'est pas maîtrisée. Exactement. Les documents utilisent une image très juste, celle d'un variateur de lumière. Ah oui, j'adore cette métaphore. Chez beaucoup d'adultes concernés, c'est super facile de tourner le bouton pour faire monter l'intensité lumineuse au max. Pour s'activer, pour résoudre un problème super complexe, Mais quand il faut ralentir, le variateur résiste. Il est comme grippé. Le soir, le cerveau continue de produire des associations d'idées à la même vitesse qu'en pleine réunion de crise. avec pour conséquence logique que l'endormissement est retardé, quoi. Le sommeil est fragmenté et le système ne se répare jamais vraiment. Bon, décortiquons un peu tout ça. Moi, ça me fait penser à une image très mécanique. C'est un peu comme si on conduisait une voiture de sport sur un circuit en gardant constamment le contour dans la zone rouge.
C'est une excellente comparaison. Le moteur est hyper puissant, la performance est là, on dépasse tout le monde sur la piste, mais si le pilote est physiquement incapable de relâcher l'accélérateur, s'il n'arrive pas à remettre la boîte de vitesse au point mort pour laisser la mécanique refroidir dans les stands, le moteur va inévitablement finir par fondre. Et le pire là-dedans, c'est que la volonté du pilote n'y peut absolument rien. Bah oui, s'il n'y a plus de frein, la voiture continue d'accélérer. Ouais, cette analogie du contour bloqué dans le rouge, elle illustre parfaitement l'erreur qu'on fait tous les jours concernant le repos. C'est-à-dire, dans notre imaginaire collectif, la récupération, on la voit comme un état passif. On se dit qu'il suffit de s'allonger sur le canapé pour que le corps récupère. Mais la physiologie, elle démontre tout l'inverse. Ah, donc c'est pas juste ne rien faire. Pas du tout. La récupération, c'est un processus neurologique et métabolique qui est extrêmement actif. Redescendre de cette fameuse zone rouge, ça demande un travail colossal au système nerveux autonome. Il doit littéralement freiner en fait. Il doit envoyer des signaux de décélération forts. Le rythme cardiaque doit être ralenti par le système parasympathique. La tension artérielle doit baisser. Le tonus musculaire doit se relâcher. Et la respiration doit changer de rythme. Donc la santé, c'est vraiment pas une ligne droite. Non, c'est une vague. Un cycle sain, ça se décompose en 3 phases. L'activation face à un stimulus, ensuite la récupération active une fois que le stimulus est passé, et enfin la stabilisation. D'accord ? Et si cette phase de récupération est entravée, la vague s'aplatit et l'oscillation meurt. Ce qui m'amène à une question sur la façon dont on traite ces problèmes aujourd'hui. En lisant les notes de l'Institut Neuroscience, on a l'impression que la médecine classique a parfois tendance à traiter les conséquences de ce contour bloqué comme des problèmes séparés. Oui, tout à fait. Les textes critiquent d'ailleurs ouvertement l'utilisation du mot comorbidité. Pourquoi est-ce que ça pose problème de dire qu'un patient a un trouble de l'attention et en comorbidité, un trouble du sommeil? Parce que ce terme de comorbidité, c'est vraiment l'héritage d'une médecine hyper compartimentée. Ça sous-entend qu'il y a une maladie principale, genre le trouble de l'attention, et que, par manque de chance, le patient souffre aussi d'insomnie. Comme si on empilait des boîtes indépendantes, en fait. C'est ça. Mais le corps humain, il fonctionne jamais par compartiment étanche. Les notes de l'Institut Neuroscience insistent à fond sur la notion de causalité circulaire. C'est-à-dire que le problème s'auto-alimente en permanence, genre le mauvais sommeil dégrade la concentration le lendemain, cette mauvaise concentration génère de la frustration et de l'anxiété, cette anxiété modifie la tension corporelle, ce qui empêche de dormir le soir suivant. Une boucle parfaitement fermée. Et pour comprendre comment cette boucle se maintient physiquement, les documents introduisent un concept fondamental, le système tonico-ventilatoire. Le STV, c'est ça? Ouais, le STV. C'est véritablement l'armature biomécanique de notre récupération. Il faut le voir comme un réseau intégratif qui connecte 4 éléments en temps réel. Lesquels? Le tonus postural du corps, la mécanique de la respiration, la régulation du système nerveux autonome et le niveau d'éveil du cerveau, donc l'éveil cortical. Ah oui, c'est vraiment tout lié. Prenez un exemple simple. Si on ressent du stress, la mâchoire se serre, les épaules remontent. Ce simple changement de tonus postural, il modifie la course du diaphragme. Et du coup, on respire différemment. La respiration devient plus thoracique, plus superficielle. Et cette respiration superficielle, elle envoie un signal d'alerte au système nerveux autonome. Qui prévient le cerveau qu'il y a un danger. Exactement. Le cerveau reste bloqué en état d'hypervigilance. Donc, essayez de traiter l'attention d'un côté et le sommeil de l'autre, sans voir que la posture et la respiration relient les deux, c'est complètement voué à l'échec. Pour rendre ce concept du STV un peu plus concret pour ceux qui nous écoutent, les notes cliniques présentent un cas d'étude hyper détaillé. C'est celui de Marc. Ah, le cas de Marc, très intéressant. Marc, c'est un cadre supérieur de 38 ans qui a été diagnostiqué TDAH. Son profil correspond exactement à ce qu'on vient de décrire. Une pensée fulgurante, une capacité d'analyse brillante, mais un épuisement total au quotidien. Et physiologiquement, il se passait quoi pour lui ? Justement, lors de son évaluation, les cliniciens n'ont décelé aucune pathologie lourde. Ses organes allaient très bien, mais ils ont identifié ce qu'ils appellent une marge adaptative réduite. D'accord. Concrètement, la variabilité de sa fréquence cardiaque au repos était effondrée. Et quand on lui faisait passer un test de stress cognitif, il mettait en temps infini à retrouver son calme physiologique. Ce cas-là, c'est un vrai cas d'école. L'approche thérapeutique pour lui, ça n'a pas du tout été de lui donner des petites astuces d'organisation ou lui dire « fais un effort pour te concentrer ». Ce qui ne sert à rien dans ces cas-là, on est d'accord. Voilà. Le travail a porté exclusivement sur la réhabilitation de son STV. Ils ont travaillé sur des protocoles de rééducation respiratoire et sur la modulation de son tonus vagal. Le but, c'était vraiment de redonner de l'élasticité à son système nerveux. Et les résultats cliniques sont apparemment limpides.
Au fur et à mesure que ses rythmes se sont stabilisés, son attention s'est ancrée et son irritabilité a drastiquement baissé. Il n'a pas fait disparaître sa neurobatypie, il a juste restauré la fluidité de son oscillation. C'est ça la clé. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? L'histoire de Marc montre qu'on peut stabiliser l'attention et les émotions juste en réparant la mécanique du repos. Mais ça amène une question beaucoup plus profonde. Je vous écoute. Si le manque de récupération détruit la concentration à ce point, qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur du crâne? Est-ce qu'on a pu observer physiquement ou électriquement les dégâts causés par ce refus de ralentir? Eh bien, la réponse se trouve dans cette fameuse étude de 2026. Celle dirigée par Dan et son équipe dans Scientific Reports. Ah, on y vient. Cette étude est cruciale parce qu'elle apporte des preuves mesurables par électroencéphalogramme, des données dures. Ils ont réuni 2 groupes. 19 jeunes adultes diagnostiqués TDAH et un groupe contrôle de 14 jeunes neurotypiques. Et les ont soumis à une épreuve assez brutale, non? 25 heures de privation totale de sommeil. Avant et après cette nuit blanche, les participants devaient faire une oddball task. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, une oddball task, c'est une tâche informatique super répétitive. On fait défiler des images ennuyeuses sur un écran et, paf, soudainement, on glisse une image inattendue. Une cible qu'il faut identifier. Et dans cette expérience, les cibles, c'était des visages exprimant différentes émotions. L'idée, c'est de voir comment le cerveau réagit à une émotion humaine quand il est privé de sommeil. Et franchement, les résultats comportementaux sont sans appel. L'hécatombe. Totalement. Chez le groupe TDAH, après 25 heures, le nombre d'erreurs explose. Soit ils ratent le visage, soit ils cliquent quand il faut pas. Leur temps de réaction devient super chaotique face au visage émotionnel, alors que le groupe neurotypique s'en sort tant bien que mal. Mais l'analyse des ondes cérébrales, elle, va beaucoup plus loin. Justement, on parle d'ondes P1 et N170 dans l'étude. Qu'est-ce que ça mesure au juste? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'électroencéphalogramme nous montre ce qui se passe à la milliseconde près, bien avant que la personne n'ait consciemment compris ce qu'elle regarde. Avant même d'avoir réfléchi. Ouais. L'onde P1, c'est une réponse électrique très précoce qui est liée à l'attention visuelle de base. Et l'onde N170, elle est encore plus spécifique. D'accord, c'est-à-dire? C'est l'étincelle électrique exacte, l'activation neuronale qui permet à un cerveau humain de reconnaître un visage et de décoder son émotion. Et tout ça en moins de 170 millisecondes. C'est vraiment le fondement de l'empathie et de l'interaction sociale. Ok, donc c'est le câblage primaire de la perception de l'autre. Mais comment ces ondes réagissent après 25 heures sans dormir? Chez le groupe neurotypique, la fatigue provoque une baisse de l'onde P1. Ce qui est normal, le cerveau est fatigué. Mais on observe que l'onde N170, elle, augmente son activité pour compenser. Le cerveau puise dans ses réserves, en fait. Exactement. Il s'assure qu'il décode quand même les visages, malgré l'épuisement. Mais chez les participants TDAH, la mécanique s'effondre. Oh là là. L'onde P1 réagit de façon totalement désordonnée. Elle stagne dans certaines zones, s'hyperactive utilement dans d'autres. Et surtout, l'onde N170 stagne complètement. Le cerveau n'arrive plus à mobiliser l'énergie électrique pour traiter l'information faciale. Attendez, je veux être sûre qu'on mesure bien les implications de ça, parce que ça bouscule beaucoup d'idées reçues. On est en train de dire que chez un sujet TDAH épuisé, l'incapacité à traiter l'émotion de quelqu'un d'autre, c'est pas un manque d'effort. Non, pas du tout. C'est littéralement une panne électrique locale. Le cerveau devient physiquement aveugle aux émotions dans le premier cinquième de seconde de la perception. C'est exactement la conclusion clinique majeure. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est une altération profonde de la dynamique corticale dès les étapes les plus inconscientes de la perception visuelle. Les ressources neuronales ne sont juste plus là. Mais si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire qu'une immense partie de ce qu'on qualifie d'irritabilité, de saute d'humeur ou d'impulsivité au quotidien, c'est pas forcément des traits de caractère immuables. Non, ça pourrait être le symptôme direct d'une dette de récupération chronique. Un système dont le contour est resté dans le rouge trop longtemps et qui perd la capacité électrique de traiter calmement ce qui l'entoure. L'impulsivité devient alors le signal d'alarme le plus bruyant d'un système en faillite. Le cerveau, comme il ne peut plus traiter finement la nuance d'une situation à cause de l'épuisement, il réagit par défaut, de façon brutale et souvent inappropriée. Et c'est précisément ce constat qui nous permet d'élargir le débat. Parce que ce problème d'oscillation détruite, ça ne concerne pas que les personnes avec un diagnostic de DDA. Non, bien sûr que non. Les textes de l'Institut Neuroscience sont hyper clairs là-dessus. La mécanique qu'on vient de décrire, c'est exactement celle qui conduit au burn-out pour n'importe qui. Tout à fait.
Étudier le TDAH s'agit juste comme un amplificateur d'un phénomène universel. Le concept central pour comprendre l'épuisement professionnel, c'est la marge adaptative. La fameuse marge. L'équation est impitoyable. D'un côté, on a la charge globale subie par la personne, le boulot, la pression mentale, émotionnelle. De l'autre, on a sa capacité physiologique réelle à récupérer. Et la différence entre les deux, c'est la marge adaptative. Tant qu'il y a de la marge, l'individu encaisse. Il s'adapte. Et le danger absolu, c'est ce que les documents appellent la zone de pré-burnout. C'est une phase extrêmement traître. Vu de l'extérieur, tout va bien. Les performances sont maintenues. Mais intérieurement, la marge a disparu. La récupération s'est grippée. C'est le cadre dirigeant qui répond à ses emails à 23 heures en pensant prendre de l'avance, ou l'entrepreneur qui sent une tension permanente dans la mâchoire et qui n'arrive plus à supporter le silence. Et face à cette tension, notre époque a inventé un piège très séduisant. Les technologies du bien-être et la mesure paramétrée. Ah oui, les applications et tout ça? Si l'on relie ça à une vision plus globale, l'encadré clinique de nos sources lance un avertissement très ferme. Aujourd'hui, on a des montres connectées qui mesurent la variabilité de la fréquence cardiaque, la fameuse HRV. On a des applis de cohérence cardiaque. Et sur le papier, c'est génial, non? Ce sont de bons outils de mesure. Mais le piège, c'est de confondre le marqueur avec le système global. Les cliniciens préviennent bien, un marqueur de régulation n'est pas la régulation elle-même. Pour reprendre notre métaphore automobile, c'est comme si on avait une voiture de sport dont le moteur surchauffe dangereusement et qu'on décidait de juste poser une serviette humide sur le capot. C'est une très bonne image. Pendant 5 minutes, la température de surface va baisser, le capteur va indiquer une amélioration, on va être content. Mais en dessous, le moteur est toujours bloqué dans la zone rouge. Voilà. Faire 5 minutes de respiration guidée sur une appli pour améliorer son score RHV, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose si le STV reste profondément désynchronisé le reste de la journée? C'est l'illusion du contrôle par la donnée. On peut forcer ponctuellement une baisse du rythme cardiaque avec un exercice. Le score sur l'écran va s'améliorer. Mais après, Mais si, dès que l'exercice s'arrête, la personne garde un tonus postural d'hypervigilance, si ses voies aériennes présentent des résistances chroniques pendant la nuit à cause de cette tension, alors le sommeil profond restera inaccessible. l'éveil cortical ne baissera jamais vraiment. Exactement. Apaiser un symptôme de surface pendant quelques minutes, ça ne réaccorde pas la symphonie complexe du système nerveux autonome. La récupération exige une modification globale de l'état du système, pas juste un hacking d'un indicateur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce que cette exploration met en lumière, c'est que le stress en soi n'est pas l'ennemi. Pas du tout. La biologie humaine est magnifiquement conçue pour endurer des pics de stress massifs. On est fait pour réagir à une urgence vitale ou pour mobiliser une énergie folle pour un projet. Ce qui détruit l'architecture nerveuse à petit feu, c'est l'amputation de la phase de descente. L'impossibilité physique de revenir à sa ligne de base une fois le danger écarté. Et ça redéfinit complètement ce que signifie être résilient. La vraie robustesse biologique, c'est pas la rigidité. C'est pas cette capacité stoïque à encaisser une pression continue sans jamais flancher. La santé, c'est la flexibilité. C'est l'amplitude de l'oscillation. C'est la capacité de s'activer puissamment, puis de se désactiver totalement pour se régénérer. Perdre ça, c'est le premier pas vers l'effondrement. Si on rassemble toutes ces pièces cliniques et neuroscientifiques, le message est d'une grande clarté. La perte de stabilité attentionnelle, le sentiment de glisser vers l'épuisement, tout ça, c'est pas une faiblesse psychologique ou un manque de volonté. C'est l'expression mécanique d'un système qui a été maintenu en tension beaucoup trop longtemps. Le contour hurle parce qu'on a oublié comment débrayer. D'ailleurs, cela soulève une question cruciale qui émerge en filigrane de ces documents. Ça fait vraiment écho aux travaux sur la cognition incarnée du biologiste Francisco Varela, qui est cité dans nos sources. Quelle question ? En regardant les exigences de notre société, on voit une injonction paradoxale. La culture de la haute performance exige des individus qui lissent leurs oscillations naturelles. L'idéal moderne, c'est une ligne droite. Une activation maximale le jour, maintenue par de la caféine, et une désactivation instantanée la nuit, forcée par des somnifères. On gomme les vagues, en fait. Exactement. Et en exigeant cette stabilité rigide et chimique au détriment de l'oscillation naturelle, ne sommes-nous pas en train de concevoir collectivement l'effondrement de nos propres capacités neurologiques? Ah oui, la question est posée. Et honnêtement, elle laisse matière à réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. La vraie révolution de la performance, c'est peut-être pas d'optimiser chaque minute de la journée. Le vrai défi, c'est sûrement de réapprendre la mécanique du repos, de restaurer l'oscillation de notre système. Accepter que pour aller vite sur le circuit, il faut savoir éteindre le moteur dans les stands. C'est ça.
La prochaine fois que la pression de la productivité deviendra écrasante, il sera sûrement utile de se demander si le compte tourne n'est pas resté coincé dans le rouge depuis un peu trop longtemps. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur de notre biologie et à très vite pour une prochaine analyse détaillée. Pour conclure, je dirais simplement ceci. Nous avons encore trop tendance à découper ce qui, dans le vivant, fonctionne ensemble. Le sommeil, l'attention, la respiration, le tonus, les émotions, la cognition. Tout cela s'influence, se compense, se désynchronise aussi. Derrière certaines difficultés du TDAH adulte, il n'y a peut-être pas seulement un trouble de l'attention. Il y a peut-être un système qui tente encore de tenir, mais qui ne sait plus très bien comment revenir à lui-même. Et c'est peut-être que le vrai travail commence là. Non pas seulement calmer, non pas seulement compenser, mais réapprendre à coordonner. Si quelque chose dans cet épisode a fait écho, une situation que vous reconnaissez, une question qui reste ouverte, ou simplement une envie d'aller plus loin, c'est peut-être le bon moment d'en parler. L'Institut Neurosciences forme des professionnels de santé à cette approche intégrative. Si vous sentez que cette direction vous correspond, que ce soit pour vous reconvertir, approfondir votre pratique, ou tout simplement comprendre où vous en êtes, prenez simplement un rendez-vous avec un membre de notre équipe. C'est une conversation pour clarifier votre projet à votre rythme. Le lien est dans la description et ça prend 2 minutes. Merci d'avoir écouté cette trilogie jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt.